Bonjour à tous, c'est Aymeric de The Link FWI. Entre le mardi 16 mai et le mercredi 17 mai 2023, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, était en Guadeloupe. Une visite de 48 heures sur le territoire qui était très attendue par les personnels de justice qui font face à des difficultés importantes au sein des 2 tribunaux et des 2 prisons de l'archipel. À peine arrivé en Guadeloupe, le ministre de la Justice s'est rendu au tribunal de Pointe-à-Pitre avec le président du tribunal administratif, le procureur de la République et le préfet Xavier Lefort. Il est allé à la rencontre de ses collègues pour des échanges afin d'entendre les mots qui pèsent sur les 2 juridictions de l'archipel. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, mesdames, messieurs. Je voudrais vous dire que j'ai fait les premières annonces des États généraux le 5 janvier. Et depuis, j'ai entrepris une tournée des juridictions pour effectivement annoncer aux magistrats, aux greffiers, aux agents administratifs et aux avocats ce que contenaient les textes que je vais porter dans les jours qui viennent au Parlement. Il n'était pas question pour moi, bien sûr, que l'on oublie les ultramarins. Je suis en Guadeloupe aujourd'hui, à Pointe-à-Pitre. Demain, je serai à Basse-Terre. Je voudrais vous dire 2 mots, notamment du budget exceptionnel qui va être présenté au Parlement. Il s'agit d'une loi de programmation qui envisage une augmentation, un investissement supplémentaire de l'ordre de 7,5 milliards d'euros d'ici 2027. Avec cet argent, nous allons embaucher 1500 magistrats supplémentaires, 1500 greffiers supplémentaires et des contractuels qui vont désormais s'appeler attachés de justice et qui vont venir aider les magistrats dans leurs tâches au quotidien. Puis c'est aussi pour moi l'occasion, naturellement, de rencontrer les magistrats de Pointe-à-Pitre et de les féliciter chaleureusement parce que grâce aux envois de contractuels, 8 ici précisément à Pointe-à-Pitre, ils ont réussi le tour de force de déstocker des dossiers qui étaient en attente dans le contentieux familial. C'est la première fois en France que l'on déstocke. Qu'est-ce que ça veut dire le déstockage? Ça veut dire le traitement des dossiers qui étaient dans les armoires et qui n'étaient pas traités. Et ici, nous avons des chiffres qui sont supérieurs à la moyenne nationale, de l'ordre de 32% en matière familiale. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, déjà, maintenant, la justice est plus rapide à Pointe-à-Pitre qu'elle l'était avant l'arrivée de ces contractuels. Tout ça, c'est grâce naturellement à ces contractuels, c'est grâce à l'engagement quotidien des magistrats, des greffiers, des agents administratifs. Voilà, demain, je serai à Basse-Terre, je ferai un certain nombre d'autres annonces au tribunal judiciaire, mais également à la Cour d'appel en présence de monsieur le Premier Président et de monsieur le Procureur Général. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais dire. Et ici, spécifiquement, nous allons envoyer 4 magistrats supplémentaires d'ici septembre, parce que la justice, c'est vrai, a besoin de moyens, parce que la justice a été abandonnée depuis 30 ans et qu'il faut naturellement que nous apportions des personnels supplémentaires. La justice en a besoin, la justice le mérite et nos compatriotes attendent du service public de la justice qu'au fond, la justice soit plus proche d'eux et plus rapide. Que voulez-vous dire? Monsieur, la rénovation de l'ancien palais? Bien sûr, vous savez que l'ancien palais va être rénové. Ce n'est pas un projet de rénovation, mais c'est une rénovation à venir. Il contiendra notamment le Conseil des prud'hommes. Les travaux vont commencer en 2025 et ils seront achevés à brève échéance. Et naturellement, nous avons déjà budgété le coût de ces travaux de l'ordre de 15 à 20 millions d'euros. Là encore, la justice de Pointe-à-Pitre et la justice guadeloupéenne ont besoin, à l'évidence, de ces locaux supplémentaires. Comment ça les syndicats vous ont réclamé plus de greffiers, plus de contractuels. Que leur répondez-vous? Je leur réponds que c'est en cours. Je leur réponds qu'il faut d'abord voter les textes et que le Parlement me donne les moyens budgétaires que le président de la République a annoncés. Ensuite, nous procéderons aux embauches
qui vont bénéficier à la justice de notre pays et en particulier à la justice guadeloupéenne. Comment se répartiront les embauches que vous venez d'annoncer, Monsieur le Ministre? Le sait-on déjà? Non, c'est évidemment prématuré. Pensez-vous que ce sera efficace vu le nombre d'affaires qu'il y a en Guadeloupe? Monsieur, si l'on apporte des moyens supplémentaires en matière d'informatique, si l'on apporte des personnels supplémentaires, est-ce que vous pensez que c'est utile à la justice? Je vous retourne à la question, ou que c'est indifférent? Bien sûr que c'est utile à la justice, c'est le but. Le but, il est double, voyez-vous, soulager les magistrats, les greffiers, les agents administratifs d'un travail qui est considérable, et puis également ne pas oublier le justiciable, parce que la justice, c'est une institution fondamentale dans notre pacte social. Et ce que disent les Français dans le cadre des États généraux de la justice, c'est que la justice est trop lente. Et comment accélérer la justice? C'est lui donner les moyens dont elle a besoin et qu'elle mérite. Vous avez dit à plusieurs reprises qu'il fallait être patient pour les nouveaux moyens. Les travailleurs de la justice disent déjà aujourd'hui on est fatigué, on est épuisé. Est-ce qu'il faut s'attendre à un burn-out de ces travailleurs ici en Guadeloupe? Madame, ce que j'entends quand je fais ces déplacements sur les difficultés rencontrées par les magistrats et les greffiers notamment, m'oblige. Je veux quand même rappeler que depuis le premier quinquennat du président de la République, c'est déjà une augmentation de 40% du budget, augmentation historique, et c'est déjà des embauches massives. 700 magistrats, 850 greffiers, 2000 contractuels. Et si l'on veut comparer à ce qui se faisait autrefois, sous le quinquennat du président Hollande, c'est un peu plus de 100 magistrats qui ont été embauchés, et sous celui du président Sarkozy, c'est un chiffre négatif. Pourquoi négatif? Parce que les magistrats qui partaient à la retraite n'étaient pas remplacés. Donc nous avons déjà fait un effort historique, considérable, mais il faut que nous allions plus loin, évidemment, et c'est le sens des textes que je vais porter dans quelques semaines. Avez-vous le sentiment d'avoir répondu aux attentes qui sont importantes quand même des professionnels de la justice que vous avez répondu aujourd'hui? Monsieur, 7,5 milliards d'euros supplémentaires pour arriver à un budget de l'ordre de 11 milliards d'euros en 2027, c'est du jamais vu. Donc c'est un effort extrêmement important. Il restera évidemment des choses à faire. Si je vous disais on aura tout réglé, vous me diriez, mais enfin pour qui il se prend? Et vous auriez raison. Non, mais il n'en reste pas moins qu'il faut comparer ce qu'il y avait avant. Pour vous dire les choses, la justice, c'est 30 ans d'abandon humain, budgétaire et politique. Et quand le président de la République est arrivé, il a mis un stop à cela. Il l'a dit très clairement. C'est la raison pour laquelle, depuis que je suis garde des Sceaux, j'ai pu porter pendant 3 ans, 3 années consécutivement, un budget en augmentation de plus 8%. Ce qui est là encore du jamais vu. Donc bien sûr que la justice a besoin de tellement de moyens, mais il faut considérer aussi les efforts qui sont consentis et que, je dois le dire d'ailleurs, personne ne conteste. Les syndicats disent qu'il faut retenir de ces mesures qu'elles constituent un effort considérable. Les magistrats se sont exprimés aussi, les parlementaires avec lesquels je suis en contact, et puis les Français savent également que ce sont des efforts qui sont des efforts inédits. Voilà, je ne dis pas que tout sera réglé, mais au moins, monsieur, nous aurons tracé un chemin qui est celui d'une prise en compte réelle des besoins de notre justice, qui n'était pas le cas autrefois. Après cet échange, il a rencontré les employés du SPIP, qui sont eux aussi au cœur des enjeux de la justice, mais qui connaissent de grandes difficultés suite aux émeutes de 2021.
Je suis depuis le début de l'après-midi, vous présente rapidement l'activité du service et insiste sur le traumatisme qu'a vécu le SPIP en fin 2022 à l'occasion d'un incendie criminel qui a nécessité, il y a eu de très gros dégâts, qui a nécessité une rénovation complète du SPIP et les agents ont été profondément affectés par cet événement. Et puis on vous présentera très rapidement deux expériences avec deux associations motrices en matière de travail d'intérêt général pour que vous voyez ce que fait le SPIP Guadeloupe. Certains souhaitaient qu'il y ait un représentant du SPIP dans toutes les juridictions, n'est-ce pas, jusqu'à des heures parfois tardives. Et vous me disiez, SPIP, que vous aviez consulté, du tout de ça, ça n'est pas efficace. Puis il y a aussi un autre problème qui est un problème de où va-t-on nous mettre? Où va-t-on nous loger pendant cette attente interminable? Et puis ça déstructurait tellement les façons de fonctionner. Non pas que c'est totalement contre le progrès quand c'est un progrès, mais là en l'occurrence ça n'en était pas un. Donc je me suis opposé, à vrai dire, et j'ai donné au SPIP, j'ai donné raison au SPIP qui ne souhaitait pas de cette mesure. Donc je me promène un peu dans toutes les juridictions du pays. Il n'était pas question que je ne vienne pas ici en Guadeloupe, je vienne vous voir. À deux titres, d'abord parce que je sais que vous faites un boulot formidable. Monsieur Donard, il fait semblant de me rencontrer, il me dit je suis très content, mais on est en contact tous les jours en réalité, donc je sais un peu ce qui se passe. Et bravo pour ce que vous faites, et puis parce que vous avez subi quelque chose qui est absolument insupportable. Il n'y a pas eu de blessés, mais c'est pas grâce aux auteurs, en tout cas. Au deuxième jour de sa visite officielle en Guadeloupe, Éric Dupond-Moretti s'est rendu au Memorial Act où il a rencontré le président de la région Guadeloupe, Harry Chalus. Ensemble, à huis clos, ils ont évoqué différents sujets relatifs à la collaboration entre les différentes collectivités locales et son ministère. Cependant, le rendez-vous le plus important de la journée était celui avec les jeunes avocats de France, réunis au Memorial Act pour le 80e congrès des jeunes avocats de France. L'occasion pour lui de parler de sa réforme de la procédure civile. Éric Dupond-Moretti a notamment fait un discours remarqué durant ce congrès. Où notre UJA fête ses 30 ans. Merci à tous d'être présents avec nous si nombreux. C'est l'occasion pour moi de saluer tous nos membres fondateurs, présidents et membres d'honneur qui ont su conserver et transmettre la flamme de leur engagement. Et je vous rassure tout de suite, je m'inscris dans cette tradition et nous allons fêter ça. 1993 donc, création de l'UJA de la Guadeloupe et fin des dérogations officielles quant à l'usage du chlordécone aux Antilles. Le lien est évident. Non, pas vraiment. Pourtant ça passe dans certains prétoires et réquisitoires. Merci à la région Guadeloupe, Monsieur le Président, soutien majeur de l'organisation de cet événement, ainsi qu'à la directrice du Memorial Act de nous accueillir ici. D'abord, si vous m'y autorisez, une première critique. L'intermède musical était trop court. J'ai pas eu le temps d'inviter Julie Couturier. Monsieur le Président de la Fédération nationale de l'Union des jeunes avocats, cher Simon, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du Conseil régional, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Messieurs les chefs de cour, Mesdames, Messieurs les chefs de juridiction, Monsieur le Président du Conseil national des barreaux, cher Jérôme, Monsieur le Président de la Conférence des bâtonniers, cher Bruno, Mesdames les bâtonnières, Messieurs les bâtonniers, chers maîtres, Mesdames et Messieurs, pris en vos grades et qualités. Jean-Yves Liénard, qui nous a quittés, avec qui j'ai beaucoup plaidé, commençait ses plaidoiries aux assises en disant « Je ne suis plus un jeune avocat et je le regrette ». Ce projet que je porte, il vous concerne. Il concerne évidemment le fonctionnement
quotidien de la justice et des juridictions. Et pour m'adresser à vous, j'étais prêt à traverser l'Atlantique. Disons les choses sans embâche tout de même, vous n'avez pas choisi le pire des endroits pour votre 80e congrès. L'année 2022 a été celle du constat. Constat des États généraux de la justice qui ont représenté un exercice démocratique absolument sans précédent. C'est 1 million de contributions citoyennes. Et pour y parvenir, nous devons d'abord mettre les moyens que la justice mérite. Il convient de lui permettre, en Outre-mer comme en métropole, de fonctionner correctement. Et je voudrais que l'on s'arrête sur quelques chiffres. À l'issue des 2 quinquennats, le budget de la justice aura connu une hausse de 60%. Une loi de programmation que j'ai présentée le 3 mai dernier en Conseil des ministres va entériner le recrutement de 10 000 emplois supplémentaires d'ici 2027, 1 500 magistrats, 1 500 greffiers, outre la constitution d'équipes autour du magistrat, composées notamment de greffiers, mais également de contractuels qui vont désormais s'appeler attachés de justice. En 5 ans, nous aurons recruté autant de magistrats que durant ces 20 dernières années. La loi de programmation, qui sera soumise dans les prochaines semaines au Parlement, sera accompagnée d'une loi organique. Ce vecteur législatif va par exemple nous permettre de diversifier les voies de recrutement dans la magistrature afin d'être en mesure d'accueillir et de bien former de nouveaux candidats pour les professions du droit et notamment pour les avocats. Il s'agit de simplifier les voies de recrutement. Soyons clairs, le ministère de la Justice embauche. Il embauche massivement. Et qui sait si parmi vous ne se trouvent pas aujourd'hui 2 futurs magistrats. Car, et je parle d'expérience, il y a plusieurs vies dans une vie professionnelle du pays pour expliquer ce qu'est l'amiable. Mais qu'est-ce que l'amiable? C'est d'abord un changement de logiciel qui place au cœur du procès civil le justiciable et qui l'incite à devenir un acteur de son propre litige. Pardon de dire que dans une affaire civile qui touche au contentieux familial, ne pas rencontrer son juge quand on est un justiciable est une hérésie. Comment vous voulez que l'on aime une justice qui se présente aux yeux du justiciable comme totalement désincarnée? Dans l'après-midi, il avait rendez-vous au centre pénitentiaire de Bémao, prison surchargée. Autant dire que le ministre de la Justice était très attendu, notamment par les organisations syndicales.
Au cours de sa visite, le garde des Sceaux a profité pour poser la première pierre de l'extension de la prison de Fondsarail. Les travaux devraient être terminés pour 2026 pour une capacité de 300 détenus. C'est vrai que c'est très difficile d'être agent pénitentiaire, que la promiscuité fait que les tensions et parfois les violences constituent hélas le quotidien du personnel pénitentiaire. C'est la raison pour laquelle j'ai d'abord souhaité les revaloriser d'un point de vue catégoriel, et c'est un hommage que la République leur devait. Les catégories C sont passées en B et les B vont passer en A. Ça, c'est sur le plan catégoriel. Reste la question évidemment de la surpopulation carcérale, et c'est la raison pour laquelle ici, vous l'avez vu, nous sommes venus lancer la construction d'une extension qui a vocation à recevoir 300 détenus, et nous aurons terminé ces travaux en 2026, et l'État s'est engagé ici à hauteur de près de 44 millions d'euros. Voilà la raison, les raisons de ma visite cet après-midi. Je suis très fier d'avoir posé ce premier parpaing. Et puis on va surveiller ces travaux de près parce qu'ils sont absolument indispensables pour l'administration pénitentiaire, pour BMAO, pour l'ensemble des personnels à qui je veux une fois encore témoigner ici ma gratitude. Ils sont, mesdames et messieurs, la troisième force de sécurité de ce pays. Et il faut impérieusement que l'on améliore les conditions de détention des détenus, conditions de détention plus dignes, mais également qu'on améliore les conditions de travail des personnels pénitentiaires, l'un bien sûr n'allant pas sans l'autre. Oui, une extension de prison, ça veut dire qu'on ne mise pas forcément sur une baisse de la quantité de la population carcérale? Mais madame, nous avons un nombre très important de détenus. Il y a un certain nombre de leviers que j'ai mis en place pour baisser ce chiffre. Libération sous contrainte, qui fonctionne depuis le mois de janvier. Et il faut laisser à cette mesure le temps, si vous voulez, de vivre. Il faut que l'on s'en empare. Nous avons développé le travail d'intérêt général et je veux le développer. Ça répond à une délinquance de basse intensité. En même temps, il faut assumer la fermeté de la réponse pénale. La réponse pénale, au fond, elle doit être ferme, sans être démagogique, mais il faut aussi de l'humanisme, sans angélisme. Et pardon de dire qu'il y a des matelas ici qui sont au sol, c'est l'indignité de notre République que d'avoir de telles conditions de détention. Il faut absolument qu'on règle ça. On le fait en construisant davantage de places. On le fait également en améliorant les conditions de détention par la rénovation. Et le budget que nous consacrons à la rénovation est 2 fois supérieur au budget que l'on a connu sous les quinquennats de M. Hollande, par exemple, ou de M. Sarkozy. Voilà la réalité. Donc à la fois rénovation, en même temps construction, et c'est un des leviers pour lutter contre la surpopulation. Je vais vous dire autre chose d'ailleurs. Moins les conditions sont difficiles, et plus le personnel pénitentiaire peut mettre en place la réinsertion. Parce que la prison, c'est 3 choses. C'est mettre à l'abri la société d'un individu dangereux, c'est évidemment punir, et c'est aussi réinsérer. Et le personnel pénitentiaire, le volet réinsertion, il ne peut pas le mettre en œuvre si on est dans des conditions de promiscuité. Voilà pourquoi il est indispensable de construire des établissements supplémentaires. Et le président de la République a lancé un plan de 15 000 places nouvelles, 15 000 places nettes. J'inaugure cette année 10 nouveaux établissements pénitentiaires. En 2024, la moitié des établissements pénitentiaires seront fonctionnels et nous tiendrons d'ici à 2027 les promesses qui ont été celles du président de la République, qui m'engagent et qui nous engagent tous. Monsieur le ministre, une dernière question. Oui. Quelles sont vos solutions pour les détenus qui justement veulent changer de vie et qui ne trouvent pas de patron qui justement peuvent retomber dans... Eh bien monsieur, c'est une question qui m'intéresse beaucoup et qui est une question fondamentale. C'est cette question qui m'a fait créer le contrat d'emploi pénitentiaire. Je veux désormais que les réductions de peine soient conditionnées à l'effort, un effort mesuré à l'aune des capacités de chacun. Pour certains, c'est évidemment se lever. Pour les jeunes qui sont complètement déracinés, ça peut être, monsieur, apprendre à lire, apprendre à écrire, se désintoxiquer et travailler. C'est la raison pour laquelle je veux faire venir le travail en prison. Parce que le sens de l'effort en prison,
ça n'est pas un sens interdit. Et ça permet de garder, pardonnez-moi, un pied avec l'extérieur et les règles de la société civile. Donc, plus de travail, plus de formation, c'est une des clés, évidemment, pour éviter la récidive. Et moins de récidive, c'est moins de surpopulation pénale. Ça aussi, c'est une réalité. Il faut de temps en temps la rappeler. Merci beaucoup.